commencer. Merci d'être venu. En attendant les retardataires, je vais juste me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Thibaut Malfoy. J'ai publié mon premier roman à 29 ans, donc ça fait déjà il y a bientôt 4 ans. Et suite à cette publication, pas mal de personnes m'ont contacté pour savoir comment on écrivait et publiait un roman. Et voilà, ça m'a donné l'idée de ces rencontres, ça m'a donné l'envie d'accompagner de jeunes écrivains qui, malgré toute leur passion et leur bonne volonté, ont du mal à se débrouiller pour trouver le chemin qui mène de la première à la dernière page. Et donc voilà, je fais de l'accompagnement à la création littéraire. Et à côté de ça, j'écris mon deuxième livre, qui est un essai sur la littérature et ce qu'elle peut devenir au XXIe siècle. Ça s'appelle Contreforme, il y a l'adresse à l'écran. Et si vous voulez vous inscrire à la newsletter pour être tenu informé des publications, des extraits du livre au fur et à mesure que je l'ai fini, n'hésitez pas. Et voilà, dans cette newsletter, je donne des conseils en écriture et je fais part de mes réflexions sur le sujet et sur la littérature, sur tout ça en même temps. Donc voilà, je vous encourage à vous inscrire. Ça sort tous les mardis, c'est gratuit, c'est bien écrit, et voilà. Donc en fait, le sujet de cette rencontre, justement, m'est venu en écrivant la newsletter d'il y a 15 jours. Je me suis rendu compte qu'en fait, pour raconter une histoire, il y avait besoin que de 2 mots, donc aimer. Et les mauvais écrivains sont ceux qui ne les utilisent pas et qui utilisent et à la place pour relier toutes les choses qui constituent leur roman. Et un bon roman, en fait, dans un bon roman, chaque événement est la conséquence logique ou la contradiction de celui qui le précède. À savoir, mettons que je tombe amoureux de quelqu'un, je tombe amoureux d'une jeune femme, mais je suis timide, donc je trouve tout plein de bonnes raisons pour ne pas l'approcher et pour ne pas lui parler, parce que j'estime que c'est jamais le bon moment et que j'attends que toutes les circonstances, toutes les planètes soient alignées pour lui parler. Donc elle ne m'attend pas et elle décide de sortir avec cet abruti de collègue. Donc je suis déprimé et je me morfonds dans l'amertume et la dépression, fin de l'histoire, ou tout ce que vous voulez. Voilà très rapidement un prototype d'histoire qu'on peut construire en reliant chaque événement avec un donc ou avec un mais. Et le but d'une bonne histoire, et ça, c'est pour ça que je vais vous parler de Chuck Jones, c'est de donner l'inattendu au lecteur. Et Chuck Jones, c'est un célèbre illustrateur qui a travaillé avec Tex Avery, et il a notamment créé les personnages de Bip Bip et du Coyote, dont les cartoons sont assez emblématiques de cette manière très simple de former une histoire. Toutes les histoires qui sont faites des scénettes mettant en scène Bip Bip et le Coyote sont formées de la même manière, à savoir Coyote veut manger Bip Bip, mais Bip Bip court plus vite que lui. Donc Coyote, ne pouvant pas compter sur son endurance et sa force physique, va devoir user de ruse et prépare un piège, mais le piège se retourne contre lui, et donc la dynamite qu'il avait préparée lui explose en pleine figure. Le rocher qu'il avait mis au-dessus de la route qu'emprunte Bip Bip va l'écraser. Voilà, ce genre de choses, et jusqu'à ce que finalement le retournement de situation ne compte pas, puisque ça fait partie du code du dessin animé, enfin en tout cas de ce dessin animé, d'avoir comme ça ce retournement de situation, et parfois il est même
hors cadre. Donc le coyote prépare son piège. Bibi passe sur le piège parce que, et comme il est très rapide, le piège ne se déclenche pas. Coyote du coup sort du cadre pour aller voir ce qui se passe, et là on entend une explosion et il rentre dans le cadre de nouveau complètement noirci, et la queue est bourriffée. Donc voilà, c'est la forme la plus simple d'histoire, mais c'est très efficace. Et je me permets d'en parler, d'une part parce que j'aime Bibi et le coyote, et d'autre part, je trouve que c'est un bon rappel en fait de ce qu'est une histoire. Et dans le doute, quand on écrit, penser à Bibi et le coyote pris à son propre piège, pour voilà, comprendre comment on enchaîne une suite d'actions et de réactions vers un événement inattendu, puisque finalement, raconter une histoire, c'est l'art de contredire les attentes à la fois du protagoniste et du lecteur ou du spectateur. Si Coyote place un piège sur la route, il le fait bien sûr dans l'optique de capturer sa proie, et il ne pense pas une seule seconde que ce piège-là pourrait se retourner contre lui. Sauf que c'est ce qui va se produire. Et pareil pour toutes les histoires finalement. Dans n'importe quel roman ou film, on raconte l'histoire d'un protagoniste qui est en conflit avec le monde extérieur ou avec lui-même, parce que il veut quelque chose et son environnement ou lui-même le lui refuse. Et donc du coup, il est obligé de trouver la bonne séquence d'action. C'est un peu une sorte de labyrinthe, et son but à lui, c'est d'aller voilà, du point A au point B, trouver la bonne séquence d'action qui lui permette d'avoir ce qu'il veut, que ce soit une promotion, que ce soit l'amour de sa vie, que ce soit la domination du monde, ou je sais pas quoi. Et il va toujours commencer par la solution de facilité, par suivre sa ligne de plus grande pente, et ça ne va jamais réussir parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et c'est pour ça que dans mon histoire débile de jeune timide amoureux qui attend que les planètes s'alignent pour parler à la personne en question, bien sûr que ça ne va pas fonctionner. Il va falloir qu'il trouve autre chose, qu'il se mette un peu en danger, qu'il sorte de ses habitudes et de son petit fonctionnement quotidien et très confortable, pour enfin qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Et de toute façon, toutes les histoires, c'est un apprentissage de la part du héros de comment sortir voilà, de ses habitudes et de son quotidien pour aller à l'étape suivante, qui est le bonheur, qui est le pouvoir, qui est la corruption totale si c'est un méchant, ou quelque chose comme ça. Mais avant de réussir à faire comme ça cette oscillation perpétuelle d'action et de réaction, il est bien de trouver une prémisse, quelque chose, une sorte d'idée centrale, de noyau dur qui va aimanter tous les éléments de votre histoire, et ensuite de la dramatiser à rebours. Donc je m'explique. La prémisse très simple de Bibi et le coyote, c'est le coyote mange des oiseaux, donc apercevant un bibi, puis il va vouloir le manger. C'est pas très intéressant, donc on va trouver une autre idée, et notamment l'idée sur laquelle j'ai envie de vous faire travailler ce soir, c'est de toute façon toutes les idées viennent d'observation de son environnement, et celle qui m'est venue récemment en observant des comportements de gens que je connais, c'est l'idée sur laquelle une bonne partie de nos malheurs vient du fait qu'on se compare souvent aux autres. Et donc on se dit que on ne comprend pas pourquoi telle personne a eu une promotion alors qu'il n'est pas plus intelligent que nous, et donc on est malheureux. On ne comprend pas pourquoi telle personne qui a le même diplôme que nous a plus réussi.
pourquoi le frère avec la même éducation est plus heureux, etc. etc. Et du coup, ma prémisse est la suivante, c'est que à force de se comparer perpétuellement aux autres, on finit par être malheureux parce qu'on perd de vue ce qui fait notre singularité et on se juge selon des critères qui ne sont pas faits pour nous. Et ça, c'est typiquement quand on commence à écrire, on a tendance à se juger ou à se comparer à des classiques, donc souvent à des bons livres. Et on compare un brouillon qu'on est en train d'écrire à une œuvre finie qui a pris le soin de cacher derrière les meubles tout ce qu'elle n'est pas et toutes les mauvaises phrases. Et donc forcément, c'est décevant, c'est décourageant, et c'est ce genre de comportement qui rend malheureux quand on écrit, parce que tout d'un coup, on se demande, mais est-ce que je suis fait pour ça? À côté de moi, il y a Fitzgerald qui écrit comme un dieu, ce qui n'était pas toujours le cas en plus. Et moi, péniblement, je ne sais même pas quelle idée de personnage je vais pouvoir avoir pour cette idée de scène. Donc voilà. Et j'avais envie de vous proposer de travailler sur voilà, un personnage qui a ce type de comportement et l'histoire, comme je suis quand même optimiste, l'histoire serait de la faire voyager de cette illusion de départ vers une vérité dans laquelle elle puisse s'épanouir davantage. Et donc la faire comprendre en quoi ce qu'elle cherche dans la vie, en quoi elle pourrait s'épanouir, et lui faire comprendre que c'est pas en répétant des idéaux qui ne sont pas faits pour elle qu'elle va s'épanouir. En gros, c'est ça ma prémisse. Et dit comme ça, c'est un peu laborieux parce que ce sont des idées, c'est abstrait, c'est très général. Et le but de la séance, ça va être de trouver les petits détails qui vont permettre de dramatiser tout ça. Et pourquoi je demande de dramatiser à rebours, c'est que je vous ai donné la prémisse, je vous ai donné mon intention de montrer l'évolution d'une personne qui, quand on l'apprend au début de l'histoire, s'entête à vivre d'une certaine manière parce que c'est comme ça qu'on lui a appris dans sa famille, parce que c'est la grande sœur qu'elle admire réussit de cette manière-là, donc elle s'estime que c'est comme ça qu'elle doit faire, et comment lui faire comprendre progressivement qu'elle suit une voie sans issue pour elle, parce que c'est pas son tempérament, c'est pas son caractère, ça lui convient pas, et comment trouver dans son quotidien les petits trucs qui finalement vont lui révéler en fait ce pourquoi elle est faite, et la possibilité de bonheur qui était juste à côté d'elle et qu'elle ne voyait pas parce que elle perdait son temps à chasser un idéal qui n'était pas fait pour elle. Donc du coup, on part de la fin. Il faut lui faire comprendre ce qui est fait pour elle. On a le départ, une situation qui est une sorte de cul-de-sac existentiel, parce que voilà, elle s'entête dans un travail, dans une situation qui n'est pas fait pour elle. Et il faut trouver la séquence d'événements qui l'amène du point A au point B. Voilà. Donc on va travailler sur un autre exemple de prémisse pour bien montrer la situation. Et l'exemple est suivant: l'homme n'a aucun talent, c'est par les femmes seules qu'il arrive, qui est une citation à peine modifiée de Maupassant, qui était l'un des rares écrivains féministes de son siècle, qui est l'un des siècles les plus misogynes qu'on ait connus. Et il parlait en fait non pas de l'homme en général, mais du héros de Bel Ami, Georges Duroy, qui est une sorte d'arriviste, de gigolo, d'homme médiocre et sans talent. Vraiment, il se lance dans le journalisme alors qu'il ne sait pas écrire. Il fait
est réussi vraiment par les femmes. Et ça montre en creux l'importance dans la société bourgeoise du 19e siècle de l'influence des femmes qui vont aider comme ça à donner de l'avancement au mari, à trouver une place à un tel ou un tel. Et c'est assez intéressant parce que d'une part, c'est assez rare de montrer de mettre en avant comme ça l'intelligence et les qualités des femmes, encore une fois dans un siècle qui était assez peu fait pour elles. Et c'est intéressant parce que c'est un héros négatif, assez peu aimable. Et c'est assez intéressant parce que d'habitude on donne plutôt des héros positifs avec lesquels on peut s'identifier. Du coup, comme on s'identifie avec lui, c'est plus simple à lire et on continue à lire. Et là, au contraire, c'est quelqu'un d'assez détestable, d'assez narcissique, d'assez méprisable finalement. Et il est d'autant plus intéressant de par ses qualités. Donc on va étudier une scène de Bel-Ami qui est le chapitre 2 en fait. Le chapitre 2 est très intéressant. Donc je vous raconte très brièvement de quoi il s'agit. Donc le chapitre 1, c'est une scène d'exposition où on découvre le héros, Georges Duroy, qui est un ancien hussard qui a servi en Algérie, qui maintenant travaille pour pas grand-chose au chemin de fer. Et voilà, c'est pas une situation très glorieuse, il aspire à plus de reconnaissance, de réussite, de confort, et il tombe comme ça par hasard sur un ancien camarade de régiment, Charles Forestier, qui va le prendre un peu sous son aile et qui lui propose de venir le lendemain à un dîner chez lui parce qu'il lui dit qu'il est journaliste, qu'il a une position assez importante dans tel journal, et donc il l'invite chez lui voilà, parce qu'il y aura le patron du journal, il y aura plein de gens influents, et de toute manière c'est comme ça qu'on perce à Paris, c'est dans les salons et c'est pas en travaillant. En gros, c'est un peu donc lui il est tout content d'apprendre ça. Et on ouvre le chapitre 2 sur Duroy arrivant au bas de l'escalier de l'immeuble, de l'hôtel de son ami Forestier. Et il est il a le trac, quoi, parce que c'est pas une société avec laquelle il a l'habitude de fréquenter, et c'est la première fois qu'il porte l'habit qu'il a loué avec l'argent que lui a prêté la veille son ami. Et c'est dans tout chapitre, le personnage va évoluer entre la gêne, la honte, le sentiment de ne pas être à sa place dans cet environnement, et la fierté. Et on commence par la honte et la gêne, parce que chez lui, il n'avait que son miroir, petit miroir qu'on a pour se raser, pour vérifier sa tenue, et il a l'impression qu'il y a plein de défauts, que c'est de travers, que ceci, que cela. Et c'est en montant l'escalier qui va le mener au 3e étage. Sur le palier du 1er étage, il rencontre un individu qu'il trouve très élégant, et il s'avère que c'est lui-même dans un miroir. Donc c'est l'une des thématiques du livre, cette sorte d'admiration narcissique qu'il a pour lui-même. Moi, ça m'a fait penser au personnage joué par Alain Delon dans Plein Soleil, un film de René Clément, je crois, qui est très intéressant. C'est un personnage manipulateur, assez faux, complètement double, qui va prendre la place du personnage interprété par voilà. Et voilà, il a ce même travers, ou cette même habitude de se regarder dans le miroir et de répéter des gestes qu'il pense être élégants et impressionnants pour avoir un effet sur la société. Et il y a une phrase où,
enfin, il y a des mots en fait qui signent cette thématique. Il parle d'invention, il parle de jeu d'acteur, il parle de voilà, ce genre de lexique-là, voilà, du masque et de la mascarade. Et donc, en changeant de palier, il change complètement d'état d'âme et on passe de la gêne à l'admiration, à la fierté, fierté qui va l'emporter au deuxième palier sur lequel il y a un autre miroir et ça va le conforter dans ce sentiment-là, jusqu'à ce qu'il arrive à l'appartement de son ami et qu'il sonne. Et là, il est reçu par un valet qui est beaucoup plus aiguant que lui. Et donc du coup là, il retombe dans son sentiment de départ, cette gêne, cette honte, le sentiment que son par-dessus est taché, c'est pour ça qu'il le porte au creux du bras et qu'il n'a pas osé le mettre. Il se rend compte que les souliers du domestique sont vernis et que les siens font pas de figure par rapport à ceux du valet. Tout plein de détails, voilà, le sentiment que l'habit lui convient pas parce que c'est un habit de location et que c'est la première fois qu'il le porte. Voilà. Donc là, il retombe dans le négatif et il va falloir attendre l'arrivée de la femme de son ami qu'il met à son aise en l'invitant, voilà, en ayant tout le tact et la délicatesse d'une femme du monde pour voilà, de nouveau le mettre à l'aise, l'installer dans un fauteuil très confortable qu'il n'a pas l'habitude d'avoir puisqu'il est plutôt dans une situation démunie. Et voilà, donc la situation est comme ça constamment tout au long du chapitre. Quand les hommes arrivent et que la conversation s'installe sur des sujets d'actualité, il se rend compte qu'il n'a aucune conversation, donc il retombe dans un sentiment autodépréciatif, jusqu'à un moment où, pour sortir de ce sentiment-là, il boit pour se donner du courage. Et comme le sujet de la colonisation en Algérie arrive sur la table et que lui, il connaît très bien, tout d'un coup, bravant sa gêne, il en vient à parler de l'Algérie en connaisseur et il arrive à trouver des formules bien tournées pour mettre en couleur les anecdotes qu'il a racontées. Et tout d'un coup, il devient le centre des conversations. Le patron du journal de son ami lui propose d'écrire une série d'articles sur l'Algérie, la colonisation, la vie des colons là-bas. Et tout d'un coup, la situation est renversée du départ où il est plutôt craintif et pas à sa place et pas à son aise. Il est tout à fait conquérant, sûr de lui. Il se met conseillé par la femme de son ami, il se met à courtiser la femme de son patron parce que visiblement c'est comme ça qu'on fait pour se mettre dans les bonnes grâces du financier qui détient le journal. Et toutes les personnes présentes ce soir-là seront celles qui va détruire ou séduire tout au long de l'histoire. Donc il va séduire l'ami de la femme de Forestier, il va séduire la femme de son patron, il va, suite à la mort de son ami, épouser la veuve de son ami, et ainsi de suite jusqu'à l'ascension finale, que je ne vous raconte pas si vous ne l'avez pas lu. Et c'est assez, c'est très bien raconté parce que ça pose en fait très rapidement les enjeux du roman, toutes les thématiques qui seront au centre de l'histoire, d'arrivisme, de séduction, on arrive par les femmes aux positions de pouvoir qu'on convoite, on est creux, vain et narcissique et méprisable finalement, et pourtant c'est comme ça qu'on réussit dans le Paris de ce temps-là, et peut-être encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est très réussi, et on n'est qu'au deuxième chapitre. Donc l'exposition qui est souvent longue et laborieuse quand c'est
mal les mener, là est très efficace, parce qu'en fait, la vraie scène d'exposition, c'est le chapitre 1. On nous montre quel est le protagoniste, l'incident qui va donner l'élan à l'histoire et sa rencontre, alors qu'il est dans une situation assez démunie, sa rencontre avec son ancien camarade de régiment qui va le tirer de là, et en le tirant de là, qui va signer en quelque sorte sa perte. Et voilà, c'est un exemple de savoir-faire narratif. Maupassant avait par sa capacité à écrire comme ça rapidement des nouvelles, a eu très rapidement cet art de la narration et cet art de mettre en scène très rapidement les enjeux d'une histoire et de donner une direction très précise à son histoire. Et là, voilà, cette scène le montre, je trouve, de manière très précise. Donc du coup, là j'ai encore trop parlé, on va réfléchir ensemble à cette idée de prémisse que j'avais sur comment se rendre malheureux en pourchassant un idéal de bonheur qui n'est pas fait pour nous. Et moi, j'avais envie de parler d'une relation comme ça entre deux sœurs, une qui a réussi et l'autre qui vit dans l'ombre de cette réussite, parce que j'ai pu observer ça à plusieurs reprises et je trouvais ça assez intéressant à observer et à analyser. Et comment sortir on va dire que celle qui a réussi, c'est la sœur aînée, et que celle qui est dans une impasse est la cadette. Et comment faire sortir la plus jeune de cette impasse existentielle. C'est une sorte de... On lui propose sans lui dire une thérapie gratuite. Et comment mettre sur son chemin les événements, la séquence d'événements, qui va déclencher une prise de conscience, une révélation. Parce qu'à un moment, elle n'aura tout simplement pas le choix. Elle sera obligée de remettre en question et en doute ses certitudes sur ses choix de vie. Parce que si elle continue comme ça, c'est la dépression, c'est l'hôpital psychiatrique ou je ne sais pas quoi. Et il faut la mettre un peu sous électrochoc, entre guillemets, pour la faire réagir. Parce que les êtres humains, de manière générale, ont la fâcheuse tendance à ne pas vouloir changer. Parce qu'il n'y a rien de plus dur et difficile de changer, de sortir de mauvaises habitudes de vie. Et donc forcément, elle ne va pas se réveiller du jour au lendemain en disant oui, c'est vrai, je mets une vie complètement absurde. Je n'ai qu'à changer, à décider de changer pour changer. Vous pouvez créer une fausse piste en lui faisant lire un livre de développement personnel ou la mettre en scène sur YouTube en regardant des vidéos qui génèrent beaucoup plus de clics que les miennes, mais qui sont beaucoup plus bullshit. Voilà, des promesses de bonheur facile, et finalement, elle essaye, elle n'y arrive pas. Donc, il faut trouver autre chose. Et en fait, je pense que l'élément déclencheur qui va donner qui va donner l'élan à l'histoire, ça va être, parce que c'est une situation latente en fait, cette situation-là. La sœur réussit, mettons qu'elle a repris la société du père ou de la mère, parce qu'elle a le même tempérament et le même savoir-faire pour mener les affaires, parce qu'elle est assez agressive, elle sait vendre, voilà, ce genre de tempérament-là. Et du coup, l'environnement familial a tendance à générer une image assez négative pour la sœur qui est pas du tout dans ce tempérament-là et qui est pas du tout dans ce mode d'action-là. Parce que comme le père ou la mère, mettons que les parents ont fondé
puisque j'arrive pas à me décider sur qui a fondé cette entreprise. Ils ont tous les deux fondé cette entreprise. Je ne sais pas encore laquelle elle sera, et c'est assez secondaire dans notre affaire. Le but, c'est que, l'essentiel, c'est que l'aîné ait repris le flambeau, pour utiliser un cliché, parce que elle-même a suivi le modèle parental, et elle se trouve très bien là-dedans parce que ça correspond assez bien à son tempérament. Et donc les parents, forcément, sont très fiers de leur fille, et ne manquent aucune occasion pour témoigner lors de repas de famille, lors d'événements comme ça qui rassemblent tout le monde, de la réussite de la fille aînée. Et la cadette, forcément, a l'impression d'avoir raté sa vie, alors qu'elle fait tout son possible pour faire pareil. Mettons qu'elle a elle-même voulant montrer ses compétences dans le même domaine que sa sœur, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, sujet très à la mode aujourd'hui, et a échoué. Donc du coup, peut-être que là, on peut ouvrir l'histoire sur l'après. Donc voilà, elle a échoué dans cette petite société, start-up qu'elle a voulu lancer sur, je sais pas moi, il faudra trouver très rapidement pour ne pas parler dans le vide. Mais disons que la tonalité sentimentale de l'ouverture, c'est montrer une personne qui essaie de se remettre d'un échec, et Dieu sait si c'est compliqué, et justement arrive à ce moment-là un exemple de réussite professionnelle de sa sœur, qui va être l'un des sujets principaux d'une réunion de famille, parce que, je sais pas, elle a réussi une fusion, elle a réussi à closer un deal, comme on dit en bon français, et forcément on célèbre l'événement comme ça arrive. Et voilà, il y a un contraste saisissant entre la réussite de la sœur et l'échec sur lequel la plus jeune est toujours, et elle n'arrive pas à avancer dans sa vie parce que elle voudrait bien faire, mais elle ne sait pas comment. Et le but de l'histoire, et ça, voilà, c'est là où j'ai besoin de vous, c'est essayer de comprendre comment séquencer, voilà, l'histoire pour la faire osciller comme ça de désespoir en espoir, d'un sentiment de dépréciation de soi-même, et de sentiment de ne pas être à sa place dans le monde, de ne pas trouver ce pourquoi on est fait, et tout d'un coup, l'idée que peut-être pour moi ça a été l'écriture, pour elle c'est peut-être le dessin ou la cuisine ou le macramé, je sais pas quoi, que ce projet personnel qu'elle avait comme ça mis de côté pour lancer son entreprise, peut-être que là, comme elle est dans une période de mou, peut-être que c'est l'occasion jamais de s'y remettre, et c'est par une succession de tentatives et d'échecs qu'elle va trouver ce pourquoi elle est fait. Et il faut commencer, je pense, pour bien montrer le rapport de personnalité, les enjeux de l'histoire, à un équivalent du chapitre 2 de Belle Amie, qui pourrait être cette réunion de famille. Et après, je vous laisse réfléchir. Cette réunion de famille dans laquelle se confrontent de manière très contrastée la réussite de l'une et l'échec entre guillemets de l'autre. Et voilà, quelles sont les conséquences de cette confrontation? Est-ce qu'elle va bouder? Est-ce qu'elle va au contraire décider de mettre de côté ce sentiment d'échec pour entre guillemets sauver les meubles et sourire même si le cœur n'y est pas, et participer à la célébration? Voilà, j'aimerais que vous me soumettiez comme ça
une brève séquence comme ça, d'événements pour structurer la scène, pour préciser les personnages, parce que tout ça est encore très, très flou, et peut-être qu'on peut en discuter, peut-être que vous avez des idées, soit par votre propre expérience, par des souvenirs, par des lectures, par voilà, ce que vous avez observé du monde et de la vie autour de vous, qui pourrait aider à préciser, à caractériser les personnages. Les personnages principaux étant bien sûr la sœur qui a échoué et la sœur qui a réussi. Bon, c'est très caricatural, mais ça, c'est pour aider à la clarté de la démonstration. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou des appréhensions, des doutes. C'est la première fois que j'essaye très rapidement de soumettre des idées et de voir ce qu'on peut en faire après un petit rappel théorique. Donc je ne sais pas si ça vous effraie ou au contraire si ça vous stimule. J'espère. Vous voulez qu'on s'y prenne comment ? Si vous avez déjà des choses à partager, commençons maintenant, mais je pense qu'on peut peut-être prendre 10 minutes chacun pour prendre des notes, réfléchir, trouver des idées de mise en scène, des choses qui permettent de transformer cette idée que j'avais moi au départ très, très floue, très générale. Le but de la scène, c'est on va dire, de rabaisser l'estime de soi de la plus jeune sœur, et qu'à la fin de la scène, elle en est vraiment marre de la réussite de sa sœur qu'elle aime pourtant, et c'est ça qui est insupportable. La sœur aînée a toutes les qualités, elle est gentille, elle est intelligente, elle est affectueuse, et pourtant, de par cette insolence de réussite et de qualité, elle ne peut pas ne pas l'envier, et du coup ne pas se mépriser elle-même d'avoir ce sentiment-là vis-à-vis de sa sœur qu'elle aime tant. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est cette sorte de conflit intérieur en fait que moi j'aimerais analyser et mettre en scène dans cette scène. C'est parce que c'est très conflictuel, et tout ce qui est conflictuel est générateur d'histoire. Et comment elle va réagir face à ça, voilà. Elle est contente pour sa sœur, mais en même temps elle est un peu jalouse. Elle est jalouse, mais en même temps elle aime pas trop ce sentiment ou cette sensation en elle de se voir jalouse de sa sœur. Donc du coup elle se méprise, ou ça lui renvoie d'elle une image négative. Donc du coup peut-être que pour compenser, bon là je suis en train de faire votre travail, peut-être pour compenser elle va se saouler, et du coup elle va vomir sur le gâteau, ou sur les flûtes à champagne, ou je sais pas quoi, et donc du coup ça va lui renvoyer une image encore plus négative d'elle-même. Et ça c'est une sorte de séquence assez classique pour les personnes qui ont une sorte de conflit intérieur qui n'est pas résolu. C'est ne sachant pas comment le résoudre, elles vont engendrer une cascade de réactions qui va ne faire qu'aggraver en fait ce mal-être intérieur. Et à un moment, elle va toucher le fond, et c'est à ce moment-là qu'il va falloir l'aider à se relever et à prendre son élan pour aller mieux. Mais il va y avoir une sorte de contretemps. Par exemple, ça c'est typiquement les histoires de junkies, ou d'anciens voleurs, ou d'anciens criminels qui veut s'amender et revenir dans le droit chemin. C'est l'impossibilité de rédemption, parce que à un moment, on a épuisé le capital de confiance que les gens plaçaient en nous, et tout le monde sait qu'on ne peut pas faire confiance à un junkie. Donc, à un moment, les preuves de bonne volonté de la personne qui essaie de s'en sortir vont se confronter au scepticisme de son entourage, et du coup,
ça va la faire rechuter jusqu'à ce qu'elle trouve le bon samaritain ou la bonne circonstance, la bonne conjonction de circonstances qui va la permettre finalement de s'en tirer ou pas. C'est selon votre optimisme ou votre pessimisme sur ce genre d'histoire. Donc voilà, je vous laisse réfléchir.